Alors, soutenir le développement des compétences socles de l'intelligence. Parce que quand on voit ça, et qu'on travaille en maternelle, et même en primaire, pour ceux qui sont là, eh bien, ça peut paraître désespérant. On se dit, ok. Mais en fait, il y a aussi ça. La courbe que vous voyez qui dépasse largement les 2 premières années, dans le pic de plasticité, ce sont les fonctions cognitives supérieures, dont les fonctions exécutives. Donc là, quand on s'apercevait qu'au niveau de la fenêtre plastique qu'il y avait sur le langage et le développement sensoriel, on était en train d'arriver à la fin de cette ouverture, de cette fenêtre d'opportunité, eh bien là, on voit que sur ces fonctions cognitives supérieures, eh bien, le pic de plasticité va redescend jusqu'à 15 ans, vraiment à la puberté, ça redescend. Donc nous, on a une fenêtre de tir qui est très grande. Vous voyez, le pic de plasticité sur ces fonctions-là est très haut à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là, en maternelle, qu'on va construire ces compétences supérieures. Donc il y a vraiment, en plus de rattraper en quelque sorte ce qui n'aurait pas été donné au niveau des entrées sensorielles et langagières, il y a véritablement une mission de construction de ces fonctions cognitives supérieures, qui sont le raisonnement, la capacité à planifier, à rester flexible, à évaluer toutes les possibilités qui nous sont données, à faire le meilleur choix, voilà, toutes ces choses-là. Et pour la petite partie rose, c'est pour les personnes qui sont en primaire, en Belgique, et en élémentaire en France. Voilà, ça reste, vous êtes encore dans une période de plasticité, même si on est dans le pic déjà, la redescente qui est la spécialisation. C'est-à-dire que quand il y a la redescente, il faut considérer que c'est l'élagage qui se réalise. Hein. Donc déjà, on est dans la spécialisation. Et si on regarde bien, même en maternelle, on commence déjà à être dans la spécialisation. Le pic est encore haut de plasticité, mais on est déjà en train le cerveau est en train d'élaguer. Particulièrement au niveau donc, des fonctions exécutives, les compétences exécutives. C'est la même chose, hein. Vous m'entendrez dire fonction et compétences, c'est pareil. Le terme le plus utilisé en général, c'est fonction exécutive, mais j'avais choisi le terme de compétence parce que je trouvais que c'était plus transparent, un peu moins opaque que fonction, on ne comprend pas très bien. On peut ne pas comprendre très bien. Donc là, ce tableau, ce n'est pas la plasticité, ce n'est pas le nombre de connexions neuronales, comme vous l'aviez sur le précédent graphique. Là, c'est le niveau de maîtrise des fonctions exécutives. C'est-à-dire qu'entre 3 et 5 ans, vous avez vu le pic. Vous voyez, ce pic de maîtrise, véritablement, ça s'exprime à l'extérieur. Ça se manifeste. Mais c'est comme le langage. Là, si on devait avoir le même graphique pour le langage, le niveau de maîtrise ou l'expression du langage oral chez l'enfant, on aurait un pic à 2 ans, mais ce n'est pas à 2 ans que ça se construit. Eh bien là, c'est pareil. C'est le niveau de maîtrise des compétences exécutives, mais ce n'est pas parce que les enfants vont, à la fin de la maternelle, a priori, je l'espère, mais ce n'est pas le cas souvent, les avoir bien développés. Ce n'est pas pour ça que c'est là qu'on les développe. C'est avant. C'est déjà avant. Juste vous dire, avant d'aller plus loin, que ce qui va se construire pendant les 5 premières années, ça va être la base, donc sur les fonctions exécutives, ce qui va se construire pendant ces 5 premières années-là, ça va être la base sur laquelle on va s'appuyer pour les développer davantage, pour les préciser. Donc c'est véritablement des fondations qui doivent être solides. Il ne faut pas qu'elles soient bancales, parce que c'est sur ça qu'on s'appuie pour aller plus loin ensuite. Alors, qu'est-ce que c'est que les compétences exécutives ? Pourquoi ce sont les compétences socles de notre intelligence ? Parce qu'elles nous permettent d'agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs. Et leur développement est souvent plus prédictif, dans toute la littérature scientifique, pour la réussite globale que le QI. Vous pouvez avoir un très grand QI, un QI très élevé. Si vous avez des compétences exécutives un peu bancales ou sous-développées, ça va être compliqué dans la vie. Il y a 3 grandes compétences qui ont été mises en lumière par la recherche. Donc les spécialistes
des neuroscientifiques spécialisés dans la compréhension et le développement des fonctions exécutives. Donc il y a la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive. Ces 3 compétences, je vais vous les expliquer, les développer un peu, ces 3 compétences nous permettent toutes, surtout quand elles travaillent ensemble, d'atteindre un objectif. C'est très important, retenez bien ça. Elles nous servent à atteindre un objectif. La mémoire de travail, donc c'est la capacité que nous allons avoir à garder en mémoire sur un temps court des informations pour réaliser la tâche, l'objectif que nous avons à réaliser. Mais lorsque on les garde en mémoire sur ce temps court, la mémoire de travail nous permet aussi de les organiser. Il ne suffit pas de garder les informations et les actions en mémoire, il faut aussi pouvoir les mettre avoir un empan mnésique suffisamment important pour qu'on puisse garder ces informations en mémoire et les organiser. Ça n'a l'air de rien, mais vous allez voir, c'est vraiment ce qui manque beaucoup à nos enfants dans les classes aujourd'hui. Le contrôle inhibiteur, c'est la capacité que nous allons avoir à contrôler les gestes, contrôler nos gestes, contrôler nos émotions, contrôler nos réactions, à réfléchir avant d'agir. Ça nous permet aussi, c'est la même compétence, je vous donne différentes manières dont elle se manifeste, mais c'est aussi une compétence qui va nous permettre d'inhiber une distraction. De la même manière qu'on inhibe une émotion ou une envie de faire quelque chose, la soudaine, une impulsion, on va aussi pouvoir inhiber une distraction. Quand on s'est fixé un objectif, quand on a un bon contrôle inhibiteur, on est capable de différer une envie peut-être plus superficielle, plus attrayante aussi peut-être, mais qui nous distrairait de l'objectif que nous sommes fixés et qui nous demande peut-être une tâche plus laborieuse, mais qui sera à la fin plus gratifiante. Parce que c'est ce qu'on voulait obtenir. Et la flexibilité cognitive, c'est la capacité qui va nous permettre, dans notre volonté d'atteindre un objectif, eh bien de détecter l'erreur, de détecter le caillou sur le chemin, ce qui nous empêche d'avancer. De le détecter et de trouver une manière de contourner cet obstacle. Donc d'ajuster nos stratégies, d'être flexible. Et ce n'est pas rien cette compétence-là, parce que si on est capable de faire ça, de détecter son erreur sans se sentir mal, sans se culpabiliser, sans se faire tout un tas de critiques et d'autoflagellation, voilà, juste s'apercevoir que bon, ok, là il y a une erreur, très bien, elle est là. Maintenant, comment je fais pour la dépasser, pour aller plus loin? Quand on est capable de faire ça, alors, eh bien, la flexibilité devient la mère de la créativité. Et on entend beaucoup parler de créativité artistique, etc. Pour moi, la vraie créativité, elle est là. C'est cette ressource que nous avons tous et qui doit être développée, et que les enfants ont naturellement d'ailleurs, avant qu'on les inhibe, on inhibe leur créativité avec la sanction des erreurs. Mais cette créativité, pour moi, est la plus essentielle, c'est la capacité que nous avons à aller chercher en nous les ressources pour dépasser cette erreur, avec des solutions innovantes, des solutions créatives. Cette créativité qui peut-être va nous permettre de changer de modèle de société. Et c'est aussi la mère de la persévérance. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où on a un objectif, qu'on va faire des erreurs, c'est normal, on va les dépasser, on va apprendre de ces erreurs-là, on va changer de stratégie, mais à un moment donné, l'objectif, on va l'atteindre. Lorsqu'un enfant n'a pas pu développer ses fonctions exécutives, je dis lorsqu'il n'a pas pu, je le dis en conscience, parce que, rappelez-vous, hier, les circuits que je vous ai montrés qui existent dès la naissance, eh bien, il y a ces circuits des fonctions exécutives. Ils sont là dans le cortex préfrontal. Ils sont là. Mais l'enfant naît avec le potentiel de développer de solides fonctions exécutives. Il ne naît pas déterminé à développer de solides fonctions exécutives. C'est vraiment ce que va lui offrir les opportunités qui lui seront offertes par l'environnement, qui lui permettront de développer ou pas
de solides fonctions exécutives. Donc un enfant qui aurait sous-développé ses fonctions exécutives quand il entre en primaire, en élémentaire, eh bien, on lui demande, il doit faire son exercice de mathématiques, peut-être même qu'il le veut faire son exercice de mathématiques. Eh bien, il aura du mal à retenir la consigne s'il n'a pas une bonne mémoire de travail. Il aura des difficultés à retenir les différentes étapes ou les différentes indications qui sont données dans la consigne et à les organiser. Il aura des difficultés quand bien même il ait souhaité lui-même faire cet exercice. Il aura peut-être des difficultés à contrôler son impatience, à contrôler ses émotions de frustration, à différer une sollicitation extérieure, un camarade qui lui dit hey, « regarde ce que j'ai là, j'ai apporté ça, un super truc à bulles ». Et voilà, il sera parti. Ah oui, un truc à bulles. Et il sera en train de souffler ses bulles là, il aura oublié son exercice de mathématiques. Non. Donc c'est un enfant qui va se laisser. C'est comme un bateau sans gouvernail. Quelqu'un qui n'a pas un beau contrôle inhibiteur, c'est un bateau sans gouvernail qui traverse une tempête. Il se laisse complètement happer par les vagues. Il n'a plus cette structure intérieure qui le tient. Ce sont aussi des enfants qui vont avoir plus d'impulsivité, plus de difficultés à avoir des amitiés durables. Ce sont des enfants, évidemment, qui en maternelle, déjà, et peut-être même aussi déjà en élémentaire, vont avoir du mal à lever la main et attendre qu'on les interroge. Juste ça. Tout de suite, il faudra que ce soit tout de suite. Ils ne peuvent pas inhiber leur envie de parler. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive chez les tout-petits, en 3 ans en maternelle, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas encore faire. C'est normal. Leurs fonctions exécutives sont en train de se développer. La compétence n'est pas encore acquise. Ce sont des enfants, je suis toujours sur le contrôle inhibiteur, ce sont des enfants, vous pouvez faire le test, c'est facile. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est le Centre de développement de l'enfant de Harvard qui donne cette indication pour tester chez les enfants le contrôle inhibiteur. Faites-les jouer à 1, 2, 3 soleil. Celui qui court encore après soleil, mauvais contrôle inhibiteur. Vous avez aussi le jeu, on dit Jacadi chez vous aussi? Et ni oui ni non. Bon, voilà, ça, ce sont des petits jeux. C'est super de pouvoir faire ça avec les enfants, ça leur permet d'exercer ces fonctions-là. Et nous, de détecter au passage. Voilà, juste on prend la température. Ah ok, d'accord, lui, bon, on va faire travailler le contrôle inhibiteur. Un enfant qui n'aurait pas développé une bonne flexibilité cognitive, c'est un enfant qui aurait du mal à détecter son erreur. Or, on a parlé hier, détecter son erreur, c'est capital pour atteindre un objectif. Si on ne détecte pas son erreur, on continue, on avance comme ça, on erre un petit peu, mais on n'atteindra pas l'objectif. Et donc, s'il ne détecte pas son erreur, bien évidemment, c'est un enfant qui aura du mal à développer une certaine créativité, une flexibilité. Il n'ajustera pas et il n'aura pas les ressources de toute façon pour ajuster ses stratégies et changer de stratégie pour atteindre son objectif. Et c'est un enfant qui aura beaucoup de mal à faire preuve de persévérance. Sans ses compétences, là ce que je vous dis, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas mon idée, c'est vraiment une synthèse de la littérature scientifique internationale. Ça passe pas trop les frontières en France et en Belgique, je ne sais pas pourquoi, mais là je suis en train de vous parler de l'essentiel. C'est comme hier. J'aime, vous aurez remarqué, aller traiter la cause. Les fondamentaux, ça c'en est un. Sans ces compétences, nous ne pourrions pas avoir un comportement intentionnellement organisé et contrôlé pour atteindre un but, quel qu'il soit. Toute situation d'action ou d'apprentissage serait rendue très difficile. Même lorsque 2 enfants seulement possèdent des compétences exécutives sous-développées, une classe entière peut être désorganisée et un temps précieux détourné des activités d'apprentissage. Je sais ce que vous vous dites. 2, ils sont quand même sympas. En général, c'est la moitié de la classe, facilement. Cela peut avoir un impact profond sur le climat général de la classe et est souvent rapporté par les enseignants comme étant une source d'exaspération et de burn-out. Donc en fait, vous êtes des héros,
des survivants, parce que ce n'est pas 2 enfants dans cette situation-là. C'est la problématique générale de la classe, on est d'accord? En maternelle, c'est encore normal. En primaire, levez la main les enseignants de primaire. Rappelez-moi, vous êtes là encore, toujours, super, on ne vous a pas perdu. Et maintenant, les enseignants de primaire qui font face à de telles difficultés dans leur classe, merci. Donc on est vraiment là sur un des sujets fondamentaux. Ce que dit le Centre de développement de l'enfant de Harvard, c'est arriver à l'école avec une base solide de ses fonctions exécutives est plus important pour les enfants que de connaître les lettres ou les chiffres. Parce que si un enfant n'a pas de bonnes fonctions exécutives, on aura beau lui apporter tout contenu important, il n'arrivera pas à l'attraper, il n'arrivera pas à en faire quelque chose. Parce qu'il n'aura pas suffisamment de mémoire de travail pour atteindre l'objectif que vous lui proposez d'atteindre. Il n'aura pas le contrôle inhibiteur pour être dans cette attention partagée. Et on va se fatiguer. On va se fatiguer à lui dire « Mais écoute, attends, bouge pas, reste là, hop, regarde. Non mais reviens, écoute-moi. » On va se fatiguer et on va l'épuiser. Et on va finir par le dégoûter et nous dégoûter d'une situation magnifique qu'est cette attention partagée où on va transmettre quelque chose de magique à un enfant. C'est-à-dire la lecture aussi et les mathématiques et tout ce qui sont les fondamentaux, à la base, c'est quand même quelque chose de magique. Donc, si on insiste à vouloir absolument transmettre les fondamentaux à des enfants qui n'ont pas de fonction exécutive solidement développée, on va tous se fatiguer. En ne traitant pas la cause, on ne fait qu'augmenter la difficulté de l'enfant. Même si on est là avec lui en lui disant on va y arriver, on va le faire ensemble. Non, toutes les bonnes intentions sont susceptibles d'empirer la situation si on ne traite pas la cause. Je pense que c'est important dans l'éducation, comme peut-être partout en général, mais dans l'éducation, parce que c'est notre sujet, il faut peut-être arrêter, éviter autant que possible d'être dans un traitement symptomatique. De traiter le symptôme tout le temps. Le symptôme, là, c'est l'enfant qui n'arrive pas à être attentif, donc on se dit, bon, bah, là, tout de suite, on attrape son attention. Non, allez, on va chercher la cause. Pourquoi, là, il n'est pas attentif? Pourquoi? Donc ça, c'est quelque chose qui est consensus international. Les compétences exécutives sont considérées comme les fondations biologiques de l'apprentissage. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire qu'en formation initiale d'enseignants, de crèche, on dit comme ça en Belgique, donc les accompagnants des petits en crèche, en maternelle, en primaire, en secondaire, ça devrait être la base. On devrait tous savoir ce que sont les fonctions exécutives, quelles sont la manière dont elles se développent, quelles sont les entraves à leur développement, quels sont les leviers qui permettent de les développer. Ce que montre la littérature scientifique, quand on fait une synthèse, c'est que les personnes adultes ayant développé de bonnes compétences exécutives obtiennent évidemment de meilleures performances scolaires. C'est une conséquence, ce n'est pas l'objectif. Réussissent mieux leurs examens, entrent dans de meilleures universités, s'ils le souhaitent, obtiennent des emplois plus satisfaisants pour eux, ont nettement moins d'addiction à l'alcool et à la drogue, sont en meilleure santé, gèrent mieux leur stress, ont des relations sociales plus satisfaisantes, moins d'accidents de voiture, moins de grossesses involontaires. Contrôle inhibiteur. Offrir aux enfants les moyens de construire ces compétences à la maison, dans les programmes d'éducation précoce et dans tous les autres contextes où ils vivent régulièrement, est l'une des plus importantes responsabilités de la société. Alors comment repérer la période sensible, cette fenêtre d'opportunité où ces compétences se développent? Parce qu'évidemment, pour pouvoir offrir ce qu'il faut pour les développer, il faut repérer le moment où ça se présente. Donc comme je vous disais, dès tout petit, avant même de parler, ils vont
nous envoyer un signal assez fort qu'on ne détecte pas forcément. Mais vous remarquerez que, même avant de parler, parfois ils poussent notre main quand on essaie de les aider. Vous savez, quand ils sont tout petits, qu'ils essaient de mettre vers des petites activités visiomotrices, etc. On veut dire, mais regarde, c'est comme ça que ça se met la pièce. Et puis ils poussent un peu notre main là, gentiment. Et puis si on insiste encore, ils crient. On a les mêmes. Eh bien, ça c'est une façon pour eux de manifester sans avoir le langage. Ils vont faire aussi la même chose quand ils commencent à essayer de parler, ou quand par exemple vous êtes en train de lui parler, mais à ce moment-là, ça va interférer avec son activité spontanée. Ils vont mettre leurs mains sur votre bouche comme ça, pour que vous vous taisiez en fait, pour qu'ils puissent continuer ce qu'ils étaient en train de faire ou de vous parler. Mais quand ils vont avoir le langage, il y a quelque chose qui va sortir de leur intériorité. C'est moi tout seul. Et ça, ils ne l'ont pas appris. C'est pas quelque chose, je doute que les parents et les enseignants, lorsqu'ils travaillent et qu'ils sont avec leurs enfants, disent pendant les activités « moi tout seul ». Donc ils n'ont pas appris de l'adulte. C'est qu'ils manifestent avec des mots un besoin fondamental intérieur. Et on remarquera, notez bien que ce besoin, cette expression-là, « moi tout seul », elle est universelle. Au même âge, dans la même période d'âge, dans tous les pays du monde, un enfant qui se trouve face à un adulte un peu maladroit, plein de bonnes intentions, qui interfère avec son activité spontanée, créatrice, de conquête de l'autonomie, il va lui dire « Hé, oh, moi, tout seul, t'es gentil, toi, tes fonctions exécutives, tu les as déjà construites, et moi, j'ai besoin de faire quelque chose tout seul, d'avoir cet objectif de mettre ma chaussure tout seul, de manger ma purée tout seul, pour, ayant cet objectif en tête, pouvoir garder en mémoire toutes les actions qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. » Je me fais le traducteur de l'enfant, là, d'accord ? De ce qu'il dit quand il dit « moi tout seul », finalement. Garder en mémoire toutes ces actions-là, faire des erreurs, les détecter, réajuster ma stratégie pour atteindre mon objectif, pour enfin réussir à mettre ma chaussure correctement, manger ma purée sans qu'il y en ait partout. Et ça me permet aussi de contrôler mes gestes, de contrôler ce sentiment d'impatience qui peut arriver aussi quand on fait toutes ces choses-là un peu compliquées, et de contrôler les distractions extérieures qui pourraient l'appeler vers autre chose. Donc en fait, toutes ces activités pratiques de la vie quotidienne qui n'appartiennent à aucune méthode, même si Madame Montessori, et on la remercie pour le travail extraordinaire d'une clairvoyance incroyable qu'elle a pu nous léguer, même si elle a perçu la première, et je crois la seule, l'importance de ces activités pratiques et de cet élan spontané de l'enfant à se mettre en lien avec de telles activités, eh bien ça ne lui appartient pas. Ça n'appartient pas à la pédagogie Montessori, ça appartient à l'enfant. Ça nous appartient là à tous. Il n'y a pas que les éducateurs Montessori qui ont la mission de développer les fonctions exécutives des enfants. Non, il se trouve que l'enfant développe ses fonctions exécutives comme ça. Donc on va utiliser ce levier, on va le suivre, on va porter cet élan-là, ensemble, collectivement, et la société entière devrait le faire, mais on va déjà commencer par les écoles pour donner le ton. Donc moi tout seul. Mais ça commence déjà dès la naissance. Dès que le petit va être au monde, il va rapidement être poussé par un élan endogène de faire seul, même si ça ne se voit pas tout de suite. Alors je voudrais juste défaire un grand malentendu. Je suis désolée, ça va peut-être être un petit peu décevant pour vous. Relevez la main tous les parents. Ok. Donc, j'ai un message pour vous. Vous avez des enfants en bas âge de 2-3 ans. Ok. Mais je suppose que les autres les ont eu cette période. A priori. Eh bien, je vais défaire un malentendu. Vous pensez, ou vous avez pensé que vos enfants,
lorsqu'ils avaient l'âge de 2-3 ans, 2 ans en général, 2 ans et demi, vous avez peut-être dit à vos amis, mais c'est incroyable, il est serviable, écoute, c'est extraordinaire, il veut passer le balai, mais quel ordre, il va devenir maniaque. Il ou elle, quand je dis il ou elle, il veut passer le balai, quand je suis en train de sortir le linge de la machine à laver, il faut qu'il s'y mette avec moi, qu'il étende le linge sur l'étendoir. Quand les assiettes, quand le lave-vaisselle sort et qu'il est en train, il ne peut pas s'empêcher de prendre les assiettes et de les mettre dans le placard. Alors je vais défaire un malentendu. Ils ne le font pas pour vous aider. Simplement, ces activités sont un prétexte extraordinaire pour solliciter et exercer de manière optimale des compétences qui sont en plein développement chez eux. Ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas conscient. Ils ont juste cet instinct, c'est quelque chose en eux qui les pousse à se mettre en lien à ce moment-là avec avec cet élément de leur environnement qui va nourrir un potentiel qui est en train de se développer. De la même manière qu'à un moment donné, plus jeune, l'enfant allait chercher le langage, allait planter son regard dans le nôtre pour chercher ces sons de sa langue maternelle qu'il avait besoin d'engrammer dans ses circuits neuronaux langagiers. Et de la même manière qu'il était poussé avant à aller chercher les objets, les toucher, les jeter, les goûter, etc. Là, il va aller chercher dans son environnement des activités, des situations qui vont lui permettre de solliciter de manière optimale ses fonctions en plein développement. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite, vous allez comprendre pourquoi ils ne le font pas pour nous. Je vous donne l'exemple. Cet enfant, le lave-vaisselle s'ouvre, hop, tout sort, la vaisselle toute chaude, et vous avez là un enfant de 2 ans et demi qui veut absolument mettre les assiettes dans le placard. Donc il va prendre cette assiette, si jamais vous le laissez faire, et il va vouloir évidemment pas les assiettes en plastique, il va prendre les assiettes qui cassent. Et il a raison, c'est parce que l'assiette casse qu'il va pouvoir détecter son erreur et ajuster sa stratégie. Avec des assiettes en plastique ou des gobelets en plastique, d'ailleurs je l'ai vu encore pas plus tard qu'il y a quelques semaines dans des classes, les enfants jettent, ça tombe, de toute façon c'est pas une erreur, ça casse pas, il se passe rien. Il se passe rien du tout. Comment vous voulez qu'ils sachent que c'est un problème ? Or, l'enfant va aller chercher ces vrais objets qui vont lui offrir des conditions optimales. Et donc, il va prendre sa petite assiette comme ça, et il va prendre un chemin bien précis, tout concentré qu'il a sur son assiette pour ne pas la casser, avec ses 2 mains, et puis il va le poser dans le placard, et il va reprendre le même chemin, il va reprendre son assiette, une autre assiette, et puis il ira dans le placard poser l'assiette. Il va reprendre encore le même chemin. Pourquoi ? Parce qu'il a mémorisé cette action-là. Et à ce moment-là, il a une toute petite mémoire de travail, donc il ne va pas réajuster en chemin sa stratégie, il va rester sur le même chemin et porter l'assiette de la même façon, etc. Et quand il a posé toutes ces petites assiettes dans le placard, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas fermer le placard. Il reprend les assiettes et il les remet dans le lave-vaisselle. Il va chercher l'assiette et il la remet dans le lave-vaisselle. Même chose pour le balai. Quand il passe le balai, parce qu'ils essaient, même s'il n'y a rien, ils passent... D'ailleurs, c'est ça, même s'il n'y a rien par terre, ils passent le balai. Mais s'il y avait quelque chose par terre, ils continueraient. Ils iraient peut-être même chercher un peu de terre dans un pot de fleurs, en mettre par terre et recommencer. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas l'objectif final. Ce qui les intéresse, c'est toute la succession d'actions, toute la situation, la complexité de la situation, parce qu'elle va leur demander de solliciter ces compétences qui sont en plein développement. Ce n'est pas l'objectif final qui les intéresse, c'est tout le processus. Et c'est pour ça qu'ils vont recommencer. Et qu'on voit des enfants qui vont, dans cette période plastique, qui vont boutonner leur gilet, le déboutonner. Reboutonner leur gilet, le déboutonner. Mettre le scratch, le défaire. Mettre le scratch, le défaire. Mettre le pied dedans, retirer la chaussure, remettre... Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai vu sur des vidéos sur Instagram, on voit des vidéos d'enfants qui s'habillent, qui mettent leur pantalon, qui le retirent, qui mettent leur pantalon, qui le retirent. Justement, parlant d'activité pratique, parce qu'on va en parler tout à l'heure,
Ce sont des activités, j'ai essayé de donner une petite définition à ces activités que les enfants vont chercher et qui sollicitent de manière optimale ces compétences-là. J'ai essayé de donner cette définition-là parce que je pense que ça va nous guider dans les classes pour ensuite les mettre en proposer aux enfants. Donc ce seraient des activités challengeantes. Il y a toujours un challenge, il y a toujours une difficulté pour l'enfant qui est stimulante, donc suffisamment importante pour être stimulante, mais qui n'est pas trop importante, sinon elle est décourageante. C'est ça que j'appelle challengeante, c'est que c'est à notre portée, ça reste dans la zone proximale de développement. Mais ce n'est pas tout près non plus, hein. Il faut mettre du challenge. Et c'est ça qu'ils vont chercher. Parce que ce petit 2 ans et demi qui va chercher ces grosses assiettes en porcelaine, c'est un objectif que nous ne lui aurions pas fixé, on est d'accord. Mais il se le fixe, c'est à sa portée, il peut le faire. Avec notre aide et notre confiance. Donc c'est ça quand je dis challengeante. C'est important parce qu'on a toujours tendance à proposer des activités qui sous-estiment les possibilités des enfants. Comme je vous disais hier, partons du principe que ce qu'on propose, c'est déjà, on est déjà dans une sous-estimation. Donc des activités challengeantes, sollicitant le contrôle inhibiteur, la mémoire de travail, la planification, la flexibilité, ensemble. Pas des activités où, d'un côté, une activité où on exerce le contrôle inhibiteur, et puis de l'autre, la mémoire de travail. Vous voyez, c'est comme des applications, là, on voit ça, des applications, on va travailler la mémoire de travail. Bon, bah super, ça n'aura pas d'impact sur les fonctions exécutives. Parce que remis en situation, il faut que ça fonctionne ensemble. Le cerveau, bien qu'il y ait des circuits, en fait, est un tout uni, tout est relié. Ça n'existe pas un circuit qui fonctionne tout seul. Si un circuit qui fonctionne seul, c'est un circuit qui n'a aucune efficacité sur le reste. C'est comme nous, en fait, c'est très intéressant. Une personne qui s'est super exercée, qui fonctionne toute seule dans son coin, un truc super intéressant, il va faire son truc dans son coin, mais ok, so what? Qu'est-ce que ça apporte au reste? Rien. Et bien là, c'est pareil sur les fonctions exécutives et sur toutes les compétences en général. D'ailleurs, on va voir que le langage dont on a parlé ce matin est une structure porteuse pour le développement des fonctions exécutives. Tout est lié, tout est uni, tout est organique. Donc toute méthode, j'en profite pour dire ça maintenant, toute méthode ou démarche ou activité qui tenterait de vouloir vous faire croire qu'elle va développer une compétence comme ça en l'isolant, je parle de dimension cognitive, hein, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Pour que les fonctions cognitives supérieures se développent, elles doivent fonctionner ensemble vers un objectif commun. Et c'est ce que vont chercher les enfants. Ils vont chercher ces activités-là. Donc, ces choses-là ensemble, évidemment, pour atteindre un objectif. Sinon, s'il n'y a pas d'objectif, on ne sollicite pas le contrôle inhibiteur, parce qu'il n'y a rien à contrôler. On ne sollicite pas la mémoire de travail, il n'y a pas d'action à mémoriser. On ne sollicite pas la planification, il n'y a rien à planifier. La planification, en fait, c'est le corollaire, une conséquence de la mémoire de travail, hein. Et la flexibilité, on n'a pas à être flexible, il n'y a rien à atteindre. Donc il faut un objectif clair, explicite pour l'enfant. Et qui fait sens. Les enfants tout seuls vont chercher du sens. Et nous, parfois, on a tendance à aplatir un peu le sujet et on se perd un peu dans les couloirs sombres de la didactique. Et on oublie le sens culturel, qui fait que ces activités-là, en plus de développer chez les enfants les fonctions exécutives qui sont fondamentales, vont leur apporter un peu plus de dignité. Un enfant qui apprend à manger seul, qui apprend à s'habiller seul, qui apprend à se moucher seul, c'est pas seulement de bonnes fonctions exécutives qu'on lui apporte, c'est aussi un peu plus de dignité et d'indépendance. Et c'est l'objectif de ces activités-là. C'est ce que vont chercher les enfants quand ils font ça aussi. Parce que le moi tout seul, c'est pas seulement une revendication de laisse-moi développer mes fonctions exécutives, c'est aussi laisse-moi être digne.
Laisse-moi le faire par moi-même. Laisse-moi avoir cette fierté-là. Permets-le-moi. Et je crois que dans toutes les activités qu'on va chercher à mettre en place pour les enfants pour soutenir ça, gardons cela en tête, s'il vous plaît. Gardons cela en tête. Bon sens, empathie, intégrité, hauteur de vue. Essayons toujours ça. Parce on tombe rapidement parfois dans la caricature et le manque de sens. Les indicateurs qui nous permettent de voir une période sensible, en général, mais particulièrement sur le développement des fonctions exécutives. Il y a des indicateurs positifs. C'est d'abord, l'enfant manifeste l'envie de faire seul. Il y a une concentration profonde quand il est en train de réaliser l'activité. Une concentration qui est singulière. Elle ne ressemble pas aux autres. Quand l'enfant est en période sensible, il y a une concentration vraiment intense, focalisée. Il en oublierait presque ce qu'il se passe à l'extérieur. Et une fois qu'il a pu réaliser ce qu'il avait à faire, il y a une satisfaction. Une satisfaction qui est contagieuse. C'est-à-dire que quand on la voit chez l'enfant, on est nous-mêmes satisfaits. On sent que quelque chose de fondamental, là, a été nourri, apaisé. C'est ça qu'on cherche à l'école. C'est ça qu'on doit chercher. Pas des activités superficielles. Dans les choix que vous aurez à faire dans les classes, posez-vous la question. Posez-vous la question. Est-ce que là, l'activité que je propose, est-ce que là, quand je suis en regroupement et que je propose cette petite activité, est-ce que là, ça va nourrir chez les enfants quelque chose de fondamental? Est-ce qu'il va y avoir une satisfaction qui va nous faire du bien à tous? Oui, non. Peut-être que si c'est non, alors peut-être qu'il faut retirer. Et la satisfaction n'a pas à être immédiate. On peut très bien proposer des activités où on sait que là, c'est peut-être un peu laborieux, mais à la fin de notre séquence que l'on tient et que l'on connaît, il va y avoir ce moment de satisfaction. Et les indicateurs négatifs, c'est un mécontentement fort, qui est manifeste, évident, qu'on ne peut pas louper, que l'enfant nous montre lorsqu'il est empêché de faire seul ou de faire une activité qui fait sens pour son intelligence en plein développement. Bien évidemment, comme toujours, ce que je vous disais hier, attention, discrimination. Nous avons cette responsabilité-là, hein, bien évidemment. Il y a parfois des enfants qui manifestent un mécontentement fort parce qu'effectivement, nous sommes en train d'interférer avec une activité qui est créatrice. Je répète, créatrice, parce que véritablement, il y a quelque chose qui va se passer, qui va s'élaborer au niveau cérébral. Mais parfois, il y a aussi des enfants qui manifestent un mécontentement fort, non pas parce que l'activité est créatrice, mais peut-être aussi parce qu'elle est destructrice. Les enfants se perdent dans des processus addictifs, malheureusement, parce que l'environnement n'offre pas seulement des choses qui sont vertueuses pour eux, et ils vont avoir cette même force pour aller se défendre de l'adulte qui l'empêche d'aller vers ces choses positives, bénéfiques. Il aura la même force pour se défendre de l'adulte qui l'empêche d'aller aussi vers ces éléments de son environnement auxquels il est dans des relations d'addiction. Je refais petite parenthèse, alimentation, écran. Donc, discernement, parce que j'entends rapidement, ah oui, donc les caprices n'existent pas, ou il faut toujours laisser l'enfant faire ce qu'il veut faire, parce qu'à partir du moment où il le manifeste, c'est qu'il faut l'écouter. Attendez, un peu de discernement quand même. On n'est pas dans une société où il n'y a pas d'appel extérieur un petit peu pervers. Et l'enfant, on doit avoir, nous, ce rôle de boussole quand même chez l'enfant. Dire, ok, là, effectivement, j'ai interféré. Ok, je me mets un peu à l'écart et je t'aide à aller vers cette activité qui est importante pour toi. En revanche, là, c'est non. C'est non. Je sais que tu voudrais manger tout le paquet de bonbons, mais non.
parce que ce ne serait pas bon pour toi. Néanmoins, quand on s'attache seulement à cette manifestation extérieure très forte de l'enfant qui proteste quand il est entravé dans son activité spontanée, créatrice, là vraiment, je pense qu'il faut le voir comme ce que je disais hier, il faut savoir reconnaître ça. Il faut réussir par empathie, quelqu'un disait ça hier en disant, pour apporter ce qui pouvait être un problème pour entrer dans des interactions avec l'enfant, c'est la difficulté à se mettre en lien. En fait, c'est l'empathie. Il faut faire preuve d'empathie quand on regarde un enfant. Ok, là, est-ce que c'est l'enfant, c'est-à-dire la personne qui me parle en face de moi, ou est-ce que ce sont des lois biologiques endogènes qui sont en train de me dire quelque chose? Et il y a des enfants, quand on se retrouve dans ces situations, il faut comprendre que ce n'est pas l'enfant qui est en train de se dresser face à nous. C'est son intelligence qui gronde parce qu'elle vient de trouver une entrave à son développement. Je pense à un petit garçon à Gennevilliers. C'était dur parce que ces enfants-là n'avaient pas de bonne fonction exécutive du tout. C'est que non seulement ils n'avaient pas été accompagnés pour les développer dans ces moments de conquête d'autonomie, mais en plus de cela, ils étaient dans des environnements où, et ça je crois que c'est le cas de manière générale, tant dans les milieux favorisés que les milieux modestes ou favorisés, les enfants en plus ont dans leurs environnements des éléments qui entravent ce développement de l'attention exécutive, etc. Donc il n'y a peut-être pas les soutiens nécessaires et non plus il y a des choses qui sont là qui ne devraient pas être là, qui abîment, qui court-circuitent le développement de ces fonctions-là. Et à Gennevilliers, effectivement, c'était le cas, et c'était très dur. Donc, je ne vous cache pas que les fondamentaux, pendant plusieurs mois, nous ne les avons même pas abordés. Pourtant, j'avais des enfants de première et deuxième maternelle. Même avec ces enfants-là, même s'il y a des attendus en France, on a des attendus à cette époque-là, on avait des attendus en fin d'année, surtout en moyenne section. Et même s'il y avait des attendus, même si moi j'étais très contrôlée, j'avais des visites d'inspecteurs toutes les 2 semaines dans la classe et ils étaient vraiment pas sympas, c'était pas comme le monsieur qui était là hier avec plein de bienveillance, c'était vraiment, ils venaient chercher l'erreur pour la sanctionner. Donc c'est pas très rassurant. Et pour que l'expérience s'arrête en plus, donc la pression. Donc, mais malgré tout ça, j'ai continué à tenir le cap, à rester intègre. J'avais bien conscience que de toute façon, je ne pouvais pas aborder les fondamentaux avec ces enfants, parce que si je le faisais, et j'avais essayé de le faire, j'avais déjà commencé à les dégoûter de ces apprentissages-là. Parce que je voyais bien, ils n'arrivaient pas à retenir ce que je leur disais, ils n'arrivaient pas à faire des choses tellement simples. Ils n'arrivaient pas à s'habiller, à se mettre leurs chaussures. Comment j'allais les aider à faire des fondamentaux, à entrer dans des fondamentaux un peu conceptuels? Donc j'ai abandonné ça. Et j'ai fait le choix de travailler sur le développement des fonctions exécutives. Et je repense à ce petit garçon qui, comme tant d'autres dans la classe, est arrivé avec une espèce de mollesse cognitive parce qu'il n'y avait pas de structure endogène, quoi. C'est-à-dire que quand il marchait dans la classe, il se prenait les chaises. Ça, c'était la mollesse quelque part musculaire, qui était liée forcément à cette mollesse cognitive. Parce que s'il n'y a pas de direction dans la cognition, comment voulez-vous qu'il y ait de la direction dans la direction des gestes? Donc cet enfant il y avait une difficulté à marcher droit, déjà juste ça, pour lui, il n'arrivait pas à aller là où il voulait aller correctement. Il n'arrivait évidemment pas à choisir ses activités. Il était là sans être là. Il était là. Et du coup, son intelligence, ne sachant pas se diriger vers des choses constructives, ou ne sachant plus se diriger vers des choses constructives, eh bien, comme elle est quand même là, cette intelligence, elle se dirigeait vers des choses destructrices. Donc il était là, juste, il adorait venir en classe pour embêter ses copains, pour casser du matériel, pour mettre la main sur l'étagère et faire ram, et faire tomber tout le matériel qui casse. Prendre une chaise et la faire tomber. Et il y en a plein des comme ça. Je pense juste à cet enfant, mais en tout cas. Et cet enfant-là, évidemment,
quand il arrivait à l'école le matin avec sa mamie qui l'amenait tous les matins à l'école, il posait ses fesses sur le banc. Nous, on avait des petits chaussons. Ça, je vous en reparlerai aussi, c'est important. Ils devaient retirer leurs chaussures, les enfants, mettre leurs petits chaussons, etc., retirer leur manteau, puis ensuite entrer dans la classe en nous saluant. Il fallait saluer l'adulte avant de rentrer, et c'était important. Et cet enfant, évidemment, quand il arrivait, là, vous ne voyez pas mes pieds, mais il s'asseyait sur le banc, et là, c'était la démonstration criante d'une intelligence qui a complètement démissionné. Il mettait son pied comme ça. Et c'était la grand-mère qui retirait la chaussure. Et puis, il ne bougeait pas. Hein. Pendant que la grand-mère était encore partie chercher le chausson, et le pied était encore là, et puis il regardait à côté le copain, et puis il lui tirait un petit peu les cheveux. Enfin, voilà. Et puis, il attendait là. Pareil pour le manteau, le bras comme ça. Et vas-y que je me laisse complètement traîner. Il disait aucune direction. Un bateau sans gouvernail. La moindre tempête, c'est que ces enfants-là, qui n'ont pas ces fonctions exécutives, il y en a un dans la classe qui fait quelque chose qui n'a aucun sens. Par exemple, se jeter par terre d'un coup, sans aucune... Eh bien, il suit. Celui qui n'a pas un bon contre-inhibiteur, il se jette avec. Eh bien, ces enfants-là, écoutez, c'est on va se le dire, on va être honnête entre nous. En famille, là, on va se le dire. Bien sûr, ce sont les enfants qui nous agacent le plus. Et en plus, ceux-là, comme disait Rita Pearson, que j'affectionne particulièrement, ceux-là ne sont jamais malades. Ceux qui viennent tous les jours. Alors que vous êtes fatigués, vous n'en pouvez plus, vous avez des soucis à la maison, ils viennent avec leur mollesse. Bon, ces enfants-là, ils nous agacent, ils nous énervent, ils nous épuisent. Mais on est là pour ces enfants-là. Les autres, ils n'ont pas besoin de nous. Les autres, quoi qu'il arrive, ils auront les ressources en eux pour trouver l'objectif qui fait sens, se sortir de la situation, mémoriser ce qu'il y a à mémoriser, voir l'erreur, la contourner, atteindre leur objectif. Ils sont autonomes. C'est ça l'autonomie. L'autonomie, c'est pas juste faire quelque chose tranquillement dans son coin pour qui nous fiche un peu la pelle tant que nous on fasse autre chose. Non, l'autonomie, c'est celle-là. Et donc cet enfant-là, j'ai fait un long chemin, une grande digression, mais je reviens sur mes pieds. Cet enfant-là, je me suis dit, toi et moi, on va travailler. Parce que vraiment, ils avaient tous besoin de ça, mais alors lui, il atteignait des niveaux stratosphériques. Et donc, j'ai commencé par lui dire, et sa grand-mère ne comprenait pas. Hein. C'est là où parfois, ok, on prend les commandes, et tant pis si on passe pour un illuminé, c'est pas grave. Il faut sauver l'enfant, là. Et donc, je dis à la grand-mère, ok, c'est bon. Quand elle arrivait le matin, et qu'elle déposait l'enfant, je dis, c'est bon, vous pouvez retourner à la maison, je m'en occupe. Mon travail commence là. Là, il vient d'arriver, ça y est, je le prends en charge. Ce qu'il va faire là, mettre son chausson, le retirer, c'est une activité pédagogique. Merci, je prends en charge. Parce que la grand-mère, elle avait cette habitude culturelle de « Allez, hop, donne-moi ton pied, on y va, dépêche-toi, parce qu'il y a 6 autres enfants derrière, il faut se dépêcher. Hein. » Qui sont les siens, hein. Ce n'est pas les enfants de la classe. Et donc cet enfant, quand il arrivait, je lui disais « Ok, donc, et ça serait un peu long de tout expliquer, mais disons que je mettais en place une posture évidemment empathique et chaleureuse, mais ferme. C'est-à-dire que l'enfant et la grand-mère avaient bien compris que là, on était dans une situation de transmission. Une attention partagée allait être nécessaire. J'avais quelque chose à lui apprendre. Donc, je restais le temps nécessaire avec lui. Vous voyez, j'y mettais cette attention-là, cette intention-là. Ça change beaucoup de choses quand on pose ça face à un enfant. Et face à ses parents ou à ses grands-parents. Bon. Et donc, je lui disais, bon, voilà. En fait, je lui faisais comprendre que là, il allait mettre ses chaussons tout seul. Que peut-être aujourd'hui, il n'y arriverait pas, mais que l'objectif, c'est que progressivement, il allait réussir à le faire seul. Et il avait une volonté farouche
comment dire, il n'avait pas du tout envie de le faire. Il ne voyait pas l'intérêt. C'est que là, cet enfant-là, si à ce moment-là, cet enfant-là, il n'y a pas quelqu'un, un tuteur de résilience qui dit « je ne suis pas d'accord », ton intelligence, là, on va aller la chercher, on va la ressaisir et elle va se redresser. S'il n'y a pas quelqu'un qui fait ça à ce moment-là, ça va vraiment être compliqué pour lui par la suite. Vraiment, vraiment, vraiment être compliqué. Pour lui et pour les autres. Et on a là une responsabilité, dans des gestes quotidiens d'une simplicité déconcertante, mais tellement capitale. Et là, il y avait un combat. Comment dire, pas un combat, mais quelque part un peu un combat, si quand même. Un combat qui se mettait en place avec, non pas l'enfant, mais cette intelligence qui avait démissionné, et moi. Moi qui disais, non, tu ne vas pas t'endormir sur tes lauriers. Non, non, tu vas faire quelque chose aujourd'hui. Si c'est juste ça, ce sera déjà beaucoup. Mais aujourd'hui, tu vas faire ça. Et il l'a fait, ça a été long. Hein. Ça a été long parce que c'est-à-dire que tous les matins, donc nous, on avait la chance dans la classe de Gennevilliers d'avoir ce que vous appelez des péricultrices ici. Donc, et à ce moment-là, c'était ma priorité de la journée. Il fallait que ce petit garçon fasse ça. Donc la TSEM, la puéricultrice, était dans la classe avec les autres enfants. Et moi, j'étais dans le couloir avec ce petit. Et au bout d'un moment, au bout de 3 semaines, tous les jours, attention, tous les jours, c'est matin, midi, soir. Et c'est pas 2 minutes. Ça pouvait prendre un quart d'heure. Et parfois, lui aussi, il jouait le temps. Hein. Il jouait la montre. Elle va bien lâcher. Non. Si ça doit prendre la journée, ça prend la journée. Mais je suis beaucoup plus déterminée que toi. À un moment donné, c'est ça qui gagne aussi. Hein. Et donc, à un moment donné, cet enfant réussit. C'est pas seulement qu'il arrive à... C'est là où il y a quelque chose d'important. Il n'arrive pas seulement à s'habiller, mettre ses chaussures, mettre son manteau de manière ordonnée, le manteau au bon endroit, sur le bon porte-manteau, les chaussures, quand il les a mis sous son porte-manteau, pas n'importe comment, mais bien ensemble, gauche, droite, au bon endroit. Tout ça, c'est très long à apprendre. Il ne faisait pas seulement ça au bout de 3 semaines, il y prenait plaisir. Et là, c'était gagné. Et un jour, je crois que je me souviendrai toujours de ce moment-là, on était à ce moment où il y prenait plaisir. Donc, il n'avait plus tellement besoin de moi, mais quand même, je gardais toujours un œil sur lui. Parce que bon, il pouvait toujours lui prendre l'envie de courir dans le couloir, voir la classe d'à côté. Donc, je restais quand même un œil sur lui. Et il se trouve que ce jour-là, je n'ai pas entendu la sonnerie, ou elle n'a pas eu lieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la grand-mère est arrivée, la première. Et en fait, je ne savais pas, j'entends un cri. Mais un cri, je n'ai pas reconnu l'enfant. Je pensais que c'était un animal. Tellement, non mais c'est pas drôle parce que c'était un cri tellement profond que j'ai eu peur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, mais ça ne peut être que lui. Il n'y a que lui dans le couloir. Donc je vois quoi? J'assiste, flagrant délit. La grand-mère, les chaussures dans la main, qui me regarde comme ça, comme un lapin qui a les yeux dans les phares. Et l'enfant qui était en train de courir vers la sortie de l'école en chaussettes. Et je comprends que là, elle a dû le forcer à dire, écoute, on n'a pas le temps, mets tes chaussures, allez, hop, je te les mets, parce qu'évidemment, ça lui prenait du temps. C'était encore compliqué, très maladroit, ces gestes. Il était en train de courir, et la grand-mère l'avait forcé à revenir à des mécanismes destructeurs. Et j'étais tellement contente de me dire, mais ce que j'avais réussi à faire, ça pour moi, ça a été une grande fierté. Il n'était pas seulement autonome, c'est qu'il prenait vraiment plaisir. On avait réveillé cet élan endogène qui maintenant allait se battre pour le contraire. C'était gagné. Et du coup, d'abord, j'étais contente dans cette folie, parce que tous les enseignants sont sortis de leur classe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais encore passer pour une baba Lulu, là. Donc, je sors et je sais ce réflexe, la grand-mère aux trousses qui me suivait, il se met sur le banc d'un enseignant. L'enseignant, les enfants qui passent la tête, les parents qui commencent à arriver parce que c'est l'heure de la sortie, tout le monde en train de regarder cet enfant en train de hurler sur son banc et sa grand-mère avec les chaussures prête à... elle continue d'insister, quoi. Mais en même temps, on la comprend. C'est qu'elle avait plein d'autres de ses petits-enfants à les chercher
Il fallait qu'il mange rapidement, qu'elle les ramène à l'école. On comprend son empressement, je comprends. Et du coup, je dis à cet enfant-là, parce que là, je comprends son empressement, mais il ne fallait pas qu'elle abîme le travail que je vais faire depuis 3 semaines. Donc je dis à cet enfant, ok, et je me suis interposée entre l'enfant et la grand-mère. J'avais un peu peur, parce que comme la grand-mère, c'est quelqu'un qui en imposait quand même. Elle a l'habitude de gérer des familles nombreuses, etc. On sent que bon, il ne faut pas trop lui tenir tête, mais je le fais quand même. Et je me mets entre la grand-mère et l'enfant, et je dis au petit, je dis, ok, c'est bon, ta grand-mère attend que tu mettes ta chaussure. Et j'ai senti un relâchement, un apaisement. Il s'est immédiatement arrêté de pleurer, immédiatement. Et il y a eu un apaisement, et il a mis sa chaussure sous le regard furieux de la grand-mère. Je pense que si elle avait pu me foudroyer, elle l'aurait fait. Mais moi, c'était pas grave. Qu'elle me foudroie. J'avais juste préservé à ce moment-là la confiance et la cohérence avec l'enfant. Te dire ce que j'ai fait pendant 3 semaines, oui, c'est toujours important, même si ta grand-mère est là furieuse et qu'elle a envie de m'attraper et de me le jeter au mur, c'est encore important. Et du coup, cet enfant-là, progressivement, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, il a réussi à entrer dans des processus constructifs, vertueux. Mais ça demande, pour le faire, une certaine empathie, effectivement. Sentir, ok, là, cet enfant-là, il a besoin de ça maintenant. Et je ne lâche pas. Ça demande de la détermination, de l'intégrité et de la radicalité aussi. Dans la bonne mesure, pas tout le temps, mais là, ça le demandait. Donc voilà. Donc cet enfant, quand il a grondé, quand il a poussé ce cri, c'est pour ça que je pense à cet enfant-là, c'était pas l'enfant, c'était pas lui. C'était quelque chose de beaucoup plus puissant. C'était comme toute sa biologie intérieure qui disait, non mais là, on est en train de bafouer quelque chose.